Et bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau live sur Excelia. Aujourd'hui, on va aborder un sujet brûlant d'actualité, l'empreinte carbone. Comme on le sait, en tout cas nous, Excelia est pionnière en matière de RSE, développement durable, depuis plus de 20 ans maintenant. Elle a fait de ces thématiques une priorité tant dans la recherche que dans les enseignements dispensés sur ces 4 campus. Excelia, c'est également une entrée il y a 2 ans dans la coopérative carbone de La Rochelle, en qualité de sociétaire pour œuvrer à la décarbonisation du territoire. C'est beaucoup de termes très compliqués, mais on va les expliquer juste après, vous inquiétez pas. Et plus récemment, Excelia s'est associé à l'ONG Les Ateliers du Futur afin d'accélérer sa décarbonation. Pardon, on va utiliser les bons termes, on va éviter de se tromper. C'est donc tout naturellement qu'Excelia a pris part à la semaine super nulle, attention, en carbone, bien sûr, qui se déroule sur l'agglomération rochelaise jusqu'à dimanche, en accueillant au sein de l'école l'atelier géant 2 tonnes qui se déroulera juste après ce live. Au cours de ce live, nous aurons plusieurs intervenants, que ce soit des élèves ou des professionnels, notamment Laurent Bougra, intervenant expert en tourisme durable, Luc Béal, enseignant, chercheur et directeur du Tourisme Management Institut d'Excelia, Laurence Thibault, docteur en chimie, spécialiste de l'eau et experte en carbone, mais également Geoffrey Pastureau, chargé de développement à l'agglomération de La Rochelle. Et on accueillera également des étudiants, comme je l'ai dit plus précédemment. Pauline Maillet, étudiante en master grande école à Excelia, qui fait partie de l'association excellienne Oxygène. Thaïs Anguise, étudiant également en master grande école à Excelia et qui fait également partie de l'association excellienne Oxygène. Et Auréa Del Fabro, étudiante en... Et je n'ai pas la suite. Master grande école. Master grande école également. Tout le monde est en master grande école ici, sauf moi. Donc pendant ce live, on fera un retour sur les fondamentaux, quels petits gestes on peut tous réaliser au quotidien pour réduire son impact carbone. On fera également le calcul de l'empreinte carbone avec un focus sur le logement étudiant. Et enfin, on parlera de l'atelier géant 2 tonnes qui a lieu à Excelia juste après ce live, comme je l'ai dit tout à l'heure, ainsi que le plan La Rochelle Territoire Zéro Carbone. On va commencer tout de suite avec une première partie. On va revenir sur les fondamentaux. Pour ceux qui ne le savent pas, on va expliquer tout simplement qu'est-ce que l'empreinte carbone, qu'est-ce que ça représente avec les intervenants de cette partie, Laurent Bougra, Laurence Thibault, Auréa et Pauline. Donc tout d'abord, bonjour. 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 Et je vais commencer par une question très simple. Qu'est-ce que l'empreinte carbone ? Alors l'empreinte carbone, c'est finalement la somme des émissions qu'une personne va émettre de gaz à effet de serre tout au long de ses différentes activités. Très bien expliqué. Bien sûr. J'ai une petite question, bien sûr. Je pense qu'actuellement, c'est une assez grosse thématique. On le voit avec l'arrivée surtout à La Rochelle, qui est un territoire plein de transports en commun. Quel est l'impact des déplacements humains sur justement cette empreinte carbone dont on parle actuellement ? Alors sur l'empreinte carbone individuelle d'un Français moyen, le transport, ça va représenter 1/3 des émissions. Donc c'est en effet le premier poste sur lequel on va pouvoir agir finalement assez facilement en diminuant tout simplement ce qu'on appelle la mobilité carbonée. On va passer juste des petites questions, je pense. Par exemple, vous, les filles, à quelle mesure vous prenez, par exemple, les transports en commun ? Est-ce que vous êtes plutôt voiture ? Est-ce que vous êtes plutôt à pied ? Ou est-ce que vous êtes plutôt bus ou autre ? Pour ma part, j'ai une voiture personnelle, mais c'est vrai que La Rochelle met vraiment en avant la mobilité douce, avec notamment un réseau de bus qui est vraiment développé. Donc c'est vrai que je me suis inscrite pour avoir ma carte de bus à La Rochelle. Et également, je me suis mise au vélo, comme Auréa, qui est une bonne cycliste. Oui, du coup, en effet, moi, j'y vais en vélo, que ce soit pour aller à mon lieu de travail, donc à Excelia. Et puis, oui, éviter de prendre toutes sortes de transports. Quand je dois rentrer chez moi, ce serait plutôt soit par Blablacar, soit par le train, pour essayer de limiter du coup, son niveau de CO2. Voilà. Et ce sont des petits gestes qui font plaisir à la planète. Il y a également la thématique de l'alimentaire, avec bien entendu le fait de manger des fruits et légumes, c'est toujours très important. On parle du bio, on parle également des fruits et légumes de saison pour réduire son impact. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, tout simplement ?
Oui, l'alimentation, c'est aussi un poste important, surtout quand on va en effet chercher des fruits et légumes qui viennent de loin, donc avec toujours du transport, mais aussi, surtout, quand on mange beaucoup de viande, et notamment de la viande rouge, puisqu'en fait, ce qu'il faut penser, c'est que pour nourrir les animaux, on va cultiver des aliments pour animaux qui vont parfois venir aussi de très loin, et en plus, les ruminants vont aussi émettre directement des gaz à effet de serre, notamment du méthane. Également, et c'est une anecdote qui est très connue, puisque les vaches sont extrêmement productrices, je crois, de méthane, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et plutôt par leur eau que par leur paix. Ça, c'était moins connu. Là, je viens d'apprendre quelque chose. Donc, tant qu'on parle de bovins, on a parlé de fruits et légumes, mais on va également parler, je pense, de viande, qui est un sujet extrêmement important actuellement, notamment avec les mouvements végétariens, véganes et autres. Est-ce que, dans la réalité, manger moins de viande est en effet un facteur qui peut aider justement à réduire cette empreinte carbone? Oui, après, l'idée, c'est pas forcément de supprimer tous les élevages, mais en effet, manger moins de viande. On arrive aujourd'hui dans nos sociétés à une consommation de viande qui excède d'ailleurs les recommandations nutritionnelles. Et donc, revenir à un niveau au minimum plus bas, plus raisonnable, ce serait vraiment très intéressant pour limiter les émissions de CO2. Et en fait, ce qu'on peut se dire tout simplement, c'est que plus on mange un animal petit, et finalement, moins il va émettre. Donc préférer par exemple du poulet au bœuf, etc. Je posais la question également aux filles. Et vous, quel est, déjà, si vous pouvez nous en parler, votre régime alimentaire, on va dire, et est-ce que vous mettez en place des petites choses comme celle-ci, comme manger des fruits de saison, moins de viande, limiter certaines choses pour limiter également votre empreinte? Alors pour ma part, je suis végétarienne depuis plus de 2 ans maintenant. Et c'est vrai que donc pour ce qui est d'une première part pour tous les fruits et légumes, j'essaie de privilégier du local ou en tout cas de l'origine France pour réduire forcément l'empreinte carbone de mon alimentation. Et donc pour ce qui est de la viande, j'ai vraiment fait en sorte de trouver des substituts aux protéines. Donc on en trouve beaucoup, des légumineuses, donc qui compensent vraiment l'apport en protéines. Pour moi, la viande n'est plus une nécessité. Et voilà, mon régime alimentaire a changé pour ça. Et donc forcément, ça a un impact aussi sur mon empreinte carbone. Je ne suis pas végétarienne, mais je dirais donc plus flexitarienne, où j'essaye vraiment de limiter ma consommation de viande 1 à 2 fois par semaine. Et, et bah, je pense que de façon en tant qu'étudiant, ça coûte un peu cher. mais oui, aussi pour essayer de... aussi pour essayer donc de réduire sa consommation en viande et puis aussi essayer d'acheter des fruits et légumes locaux de saison. Et puis, ouais, voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour ma consommation au niveau alimentaire. Toujours dans l'alimentaire, et une dernière fois pour l'alimentaire, on parle également de manger des produits locaux, d'éviter de manger des produits par exemple issus des superproductions. Je me doute que ça a un impact également sur l'empreinte carbone, mais est-ce qu'on peut le détailler un peu plus? Finalement, c'est assez simple à comprendre. Si on consomme, si on privilégie les aliments locaux, forcément, on a moins de transport. On a vu que le transport, c'était vraiment le premier poste d'émissions de carbone. Et on a moins de transformation aussi, donc du coup de procédés qui sont des procédés qui vont forcément consommer de l'énergie. Et donc, l'énergie, en général, elle va aussi émettre différents gaz à effet de serre. Donc, plus on sera vers du local ou notamment, par exemple, travailler avec des AMAP, le système d'AMAP, de producteurs locaux, forcément, on va réduire de fait son empreinte carbone. Et pour l'alimentation, toujours, en ce qui concerne l'eau, boire de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille plastique. On est au bord de l'océan dans cette ville et c'est une préoccupation très forte pour la ville de La Rochelle, les rejets plastiques dans l'océan. Et puis pour ceux qui aiment l'alcool, c'est pareil, on peut boire du Pinot des Charentes plutôt que des whiskies ou des vins qui viennent de très loin. Voilà, c'est blagounette, mais ça a un impact carbone également. C'est des petits gestes qui aident, on va dire.
On peut également, au niveau des vêtements, essayer de faire quelques gestes qui peuvent améliorer l'empreinte carbone, notamment privilégier la seconde main. Sous quelle forme? Alors, mais ça a été le sujet d'échanges nourris avec les étudiants durant les différents cours qu'on a pu faire sur le bilan carbone. C'est faut-il acheter moins de vêtements? Faut-il les acheter plus locaux? Faut-il les acheter en boutique, en centre-ville, à La Rochelle, plutôt que sur Vinted ou chez Zara? Quel est le bilan carbone d'un jean en fonction des différents circuits de distribution? Effectivement, pour résumer, il faut plutôt acheter moins, donc diminuer la fast fashion, etc., de nos habitudes, réparer, prolonger la durée de vie des vêtements, et puis acheter local si possible. Alors c'est vrai que l'industrie textile locale, c'est difficile aujourd'hui de trouver des vêtements, etc., locaux, mais en gros c'est à peu près ça. Laurence, sur le textile? Tout est bon apparemment sur le textile. Mais je vais vous poser également la question à vous parce que on sait que l'achat de vêtements, c'est quand même, comment dire, une problématique qui commence à monter, en tout cas chez la jeunesse, avec justement l'arrivée de plateformes, vous l'aviez dit, comme Vinted ou d'autres plateformes d'achat et revente de vêtements d'occasion. Est-ce que vous avez recours personnellement à ces plateformes, que ce soit d'ailleurs pour vendre aussi des vêtements? Alors moi, effectivement, c'est vrai que Vinted, c'est vraiment le premier endroit où j'achète mes vêtements maintenant et où je les revends. Auréa, je ne sais pas si c'est la même chose pour toi, mais c'est vrai qu'on ne fait plus vraiment de shopping maintenant comme on pouvait en faire avant. Et au sein d'Excelia, on a notre association Oxygène qui met en place une friperie en fait, entre étudiants et qui permet ainsi d'acheter de la seconde main et de récupérer des vêtements d'autres étudiants au sein de l'école. Donc on met vraiment en avant cette consommation qui est plus raisonnée et plus raisonnable pour ce qui est des vêtements. Puis on se rend compte que finalement, dans nos placards, il y a beaucoup de vêtements qu'on n'utilise pas et que ceux qui peuvent les donner le font. Et qu'ensuite ça sert aux autres. Donc il y a eu beaucoup, je pense, de magasins qui se sont développés, des friperies, dont nous, quand on a fait la friperie, ça a bien marché parce que justement, il y avait beaucoup de donations et ça intéressait les autres. Donc au niveau textile, je pense qu'il y a de belles avancées, je trouve. En tout cas, c'est sûr que c'est une action qui est très louable et qui montre que Excelia, mais également ses étudiants, permettent de réduire l'empreinte carbone de chacun. On va continuer maintenant, mais sous une autre forme de sujet. On a étudié tous les fondamentaux, on a étudié la définition de l'empreinte carbone, les différents gestes qu'on pouvait réaliser. On va maintenant parler de comment calculer cette empreinte carbone, comment se rendre compte réellement des tonnes de carbone qu'on peut produire à l'année, parce qu'on parle en tonnes. Pour cela, je vais remercier tout d'abord Auréa et Pauline. Merci à vous d'être venus parler. Et je vais accueillir une nouvelle étudiante qui va nous rejoindre dans quelques instants. Donc, bonjour Thaïs. Bonjour. Bonjour, du coup, enchantée. Je m'appelle Thaïs Anguise et donc je suis élève ici à Excelia, donc en master grande école aussi. Voilà. Donc, comme l'a dit, on va parler du calcul de l'empreinte carbone. Chacun de nous ici a calculé son empreinte carbone individuelle, son bilan carbone personnel finalement. Je pense, en tout cas moi j'ai eu une surprise, je consomme beaucoup, excusez-moi, malheureusement. Mais maintenant que je le sais, ça va m'encourager à faire moins. Il y a un test qui a été créé notamment pour l'atelier d'automne, qui est un test d'empreinte carbone par rapport au logement étudiant, donc vraiment centré sur les étudiants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, tout simplement ? Alors tout à fait, donc dans les bilans carbone les plus connus qui existent aujourd'hui, qu'on peut faire en ligne ou qu'on va faire ce soir
en live avec Célia. Il y a des outils de type MyCO2 ou Nos gestes pour le climat. Nos gestes climat. Voilà, donc ça prend 20 minutes, c'est un autotest et ça permet de calculer son bilan carbone personnel. Donc ça passe par les différents postes, donc l'habitat, les équipements, les déplacements, l'alimentation et puis les services publics, parce que tous les équipements, hôpitaux, écoles, etc., c'est des facteurs d'émission. Dont on n'est pas responsable, mais qui font partie des émissions nationales. Donc on a étudié tout ça avec les étudiants cette année. Beaucoup de surprises. Certains pensaient qu'ils auraient un bilan carbone très, très élevé, or ils avaient un bilan en dessous de la moyenne nationale. D'autres n'estimaient pas du tout, n'avaient aucune idée du chiffre qu'ils ont eu qui était supérieur à la moyenne nationale. Ça a créé énormément de questions au sein des étudiants. Je ne sais pas si vous rappelez des premières réactions quand vous avez découvert votre résultat la première fois. Alors moi, c'est vrai que c'était pas la première fois que je faisais le test, mais effectivement, c'est vrai que c'est toujours surprenant de voir l'impact, dans mon cas notamment du transport. Même si on n'utilise pas beaucoup la voiture, on fait quand même des kilomètres sur une année entière. Donc c'est vrai que ça a quand même un sacré impact et qui était quand même pas négligeable dans mon cas. Ah oui, du coup, moi, c'était la première fois que je faisais ce test. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, car on ne se rend pas compte, même si on est des personnes qui font assez d'efforts. C'est vrai qu'en tout, sur une année, on ne se rend pas compte que petit à petit, un jour plus un jour plus un jour, ça fait un énorme résultat. Donc, mais c'est bien parce que ça peut être choquant, mais je pense qu'on a besoin de ça aussi pour continuer à faire des efforts et à prendre conscience de la nécessité du changement pour notre planète. Et on nous demande sur le chat quel est le bilan carbone moyen par personne. On en a parlé il y a quelques instants, mais... Alors l'empreinte moyenne des Français, elle est autour de 9 tonnes, entre 9 et 10 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et pour respecter les accords de Paris et donc rester en dessous des 1,5 degré à l'échéance 2050, il faudrait diminuer l'empreinte moyenne au niveau mondial par individu à 2 tonnes. Donc en fait, ça donne la marge importante. Donc divisé par 5. Voilà, la marge importante à faire individuellement. Mais individuellement, on ne fera pas tout. On dit que les gestes individuels, ça peut représenter un quart de la solution. Mais une grande part va venir aussi de l'évolution des réglementations et la prise en compte de ces éléments par les entreprises. D'accord, donc c'est vraiment, avant d'être un geste individuel, c'est vraiment un geste commun, collectif, qui permettrait d'atteindre les objectifs fixés par les accords de Paris. Et de limiter le réchauffement climatique. Et surtout pour limiter, plus que respecter les accords de Paris, on va essayer de limiter le réchauffement. Et donc ce soir, pendant 3 heures, on va jouer à arriver à 2 tonnes par an et par personne, avec des dizaines de participants. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Seuls ceux qui joueront sauront. Et voilà. Il faut être ici. Et la spécificité de l'atelier, c'est qu'on va jouer à la fois sur les leviers individuels, en misant sur des actions individuelles, mais aussi sur des leviers d'action collective, avec des jeux de rôle où les participants vont pouvoir influer sur les réglementations, sur les stratégies d'entreprise, pour essayer de faire en sorte que la société entière bascule dans la transition bas carbone. Donc, on va passer, je pense, à quelques petites questions. On va essayer de comprendre un peu quelle action correspond à quel équivalent CO2. Est-ce qu'on peut se représenter quelques équivalences? Par exemple, prendre l'avion, par exemple, pour aller, je sais pas, en Angleterre. Qu'est-ce que ça représente comme impact par rapport à prendre le train, l'Eurostar pour y aller? Alors l'avion, on a un chiffre en tête qui évolue en fonction bien sûr de la taille de l'avion, du nombre de passagers, mais on dit qu'un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes par passager. Donc en fait, si on veut arriver à 2 tonnes individuellement en 2050, on voit on ne va pas à New York. Voilà. On ne va pas du tout à New York. On évite. En fait, l'avion, c'est un bon exemple parce que
la consommation de carburant va émettre des gaz à effet de serre, bien sûr, mais en plus, avec les traînées, les longs courriers vont aussi, par les traînées qu'ils vont produire, augmenter aussi, agir en augmentant le réchauffement climatique. Donc en fait, c'est le double effet qui se coule de l'avion. Donc c'est pour ça qu'il faut le réduire. Donc on va au éviter maximum. l'avion. Je vais annuler mon vol pour demain, moi. Parmi les étudiants excelliens, effectivement, on avait beaucoup d'étudiants qui étaient flexitariens, qui faisaient attention sur le textile, les appareils électroménagers, mais qui avaient un bilan important, un bilan carbone important, du fait de 1 ou 2 voyages en avion moyen ou long courrier qu'ils avaient effectués récemment. Et ça, c'était la surprise de voir le poids de l'aérien dans le bilan carbone individuel pour beaucoup d'étudiants. Et en comparaison, par exemple, on parlait de l'Angleterre, mais si par exemple, plutôt que de prendre l'avion, on prenait le train, est-ce qu'il y aurait une réelle différence significative parce que 2 tonnes, c'est énorme. J'espère qu'on n'est pas à 3 avec le train quand même. Ce serait urgent. Le train, c'est le plus efficace. Le train électrique, type TGV, c'est le moyen de transport collectif le plus efficace. D'accord. Donc, c'est sûr que quand on pense à ses vacances, si on veut des vacances décarbonées, on peut quand même se faire plaisir, imaginer du tourisme durable qui notamment passe par un changement de mentalité sur la partie mobilité des voyages, mobilité des vacances. Mais c'est tout l'intérêt de l'empreinte carbone, c'est que ça apporte un éclairage sur quelles vont être les actions efficaces, finalement, quelles sont celles aussi que j'ai envie de faire et quelles sont celles qui vont être assez faciles à mettre en place. Donc pour savoir tout ça, quel est vraiment le principal créateur d'émissions de CO2 Est-ce que c'est l'alimentation plus le transport, justement ou est-ce que c'est les transports, c'est vraiment le transport. Facteur d'émissions individuelles, c'est le transport carboné. Il faut bien repréciser parce que c'est-à-dire la voiture thermique ou les avions moyens, long courrier ou court courrier. Donc ça, c'est le premier facteur d'émission. Ensuite, on va avoir l'habitat au sens très large, c'est-à-dire le logement étudiant ou la maison, l'appartement, etc., avec tous les produits électroménagers qu'il va y avoir à l'intérieur, la consommation énergétique de l'habitat et tous les achats, le textile, l'alimentation, etc. Donc le deuxième gros poste individuel d'émissions pour un Français moyen, enfin pour n'importe qui dans le monde d'ailleurs, ça va être le deuxième après le transport, ça va être l'habitat, son habitat, pour les individus. Donc, Et là, on a vu notamment cet hiver avec la crise énergétique que finalement, de faire des économies d'électricité, enfin des économies d'énergie au sens large, c'était finalement faisable, assez efficace. Et d'un point de vue émissions carbone, là, on est aussi très efficace. Donc avec de la pédagogie, de la sensibilisation sur ces questions, il est sûr qu'on va pouvoir réduire les bilans carbone individuels. Et on l'espère. Je me tourne vers vous particulièrement. Est-ce que vous pensez avoir justement des zones, des créateurs d'émissions, on va dire, qui peuvent, vous personnellement, être diminués, que ce soit le transport, que ce soit certaines habitudes alimentaires ou autres? Donc pour mon cas, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est notamment le transport qui pèse beaucoup dans mon empreinte, mon bilan carbone. Mais c'est vrai que c'est difficilement compressible avec des trajets pour retourner voir les parents, etc. Donc voilà, mais j'évite vraiment l'avion maintenant pour les voyages. Et pour ce qui peut avoir aussi un impact qui est difficilement contrôlable aussi, c'est le logement. Parce qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément le contrôle sur les logements, ce qu'on peut louer. On ne sait pas forcément l'impact que peut avoir notre logement, notamment s'il est bien isolé. On n'a pas toujours ces informations-là. Donc c'est vrai que c'est un poste qui est difficile à contrôler, mais peut être très émetteur. Du coup, pour ma part, par rapport au transport, c'est vrai que de base, je suis quelqu'un de sportif. Et en plus, à La Rochelle, c'est vrai qu'on peut franchement faire tout à pied pratiquement. Et donc, on le voit directement que d'une, c'est plus simple. Et de deux, si en plus, ça peut réduire notre empreinte carbone, je pense que c'est nécessaire et que tous les étudiants en sont capables, ou presque.
Et donc, c'est vrai que j'ai aussi ma voiture personnelle, mais à La Rochelle, j'utilise très peu, à part pour faire les courses peut-être. Mais sinon, c'est vraiment tout à pied donc, ou en vélo. Mais après, comme l'a dit Pauline, pour aller voir les parents, la famille, etc., c'est toujours un petit peu, mais on peut toujours trouver des solutions. Par exemple, le train. C'est vrai qu'il y a des trajets qui peuvent se faire plus rapidement et peut-être moins cher aussi. Donc, quant aux étudiants, je pense que ça peut... Les efforts sont possibles et il suffit juste de prendre conscience des choses. Et quant à l'appartement, je suis aussi quelqu'un qui n'est pas trop sur les écrans, etc. Je suis pas très branchée comme les étudiants peuvent le dire. Et donc c'est vrai que de base c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité, mais en découvrant donc les problématiques actuelles par rapport à la planète, je découvre que finalement c'est plutôt positif. Donc c'est vrai que je compte continuer et faire encore plus d'efforts. Et je vais me tourner vers vous également. Je vais vous poser la même question. Est-ce que euh, dans la vie d'adulte actif, on va dire, il y a des moyens justement de diminuer certaines sources d'émissions carbone, en fait, tout simplement? Bah, c'est sûr. Et c'est même. Enfin, moi, je trouve que c'est un exercice intéressant. Donc, en effet, je vais travailler personnellement sur la consommation énergétique de mon logement. Et je prends aussi plaisir à essayer de concevoir des vacances un peu plus durables dans ce sens-là. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a plein de choses à découvrir. On peut faire toujours se faire plaisir finalement, mais en étant moins consommateur au sens large. Parce que finalement, l'empreinte carbone, c'est chaque bien de consommation a nécessité de la ressource, de l'énergie pour être fabriqué. Donc si on limite, si on revient à une certaine sobriété, ce sera forcément vertueux. À titre personnel, mon bilan carbone est de 5,4 tonnes équivalent CO2 par an. Bien en dessous de la moyenne. Alors bien en dessous de la moyenne, mais il y a Relativement il y a des moyennes encore meilleures. Moi, je confesse que je n'ai pas une alimentation végétarienne encore pour l'instant. Voilà, et je confesse qu'il m'arrive de me déplacer, alors, des moyens courriers, pas des longs courriers, en avion, une fois cette année, et que mon axe de travail, ça va vraiment être l'alimentation. Et pour moi, j'ai besoin de ne pas être seul sur ces sujets-là. Et là où je voulais en venir, c'est que c'est bien de le faire à travers un jeu, un atelier, une fresque, etc., ou une association. Mais c'est bien d'être sensibilisé au début. Enfin, moi, au début, j'ai été sensibilisé comme ça par des associations. Et c'est très bien de ne pas être seul pour démarrer. D'être accompagné, soit de le faire avec des amis ou quelque chose comme ça, de pouvoir se lancer. C'est quelque chose qu'on retrouve, je pense, dans plusieurs habitudes, on va dire. Arrêter quelque chose, que ce soit une addiction ou quoi que ce soit, c'est toujours plus facile quand on est en groupe. Changer d'alimentation, c'est sûrement plus facile également quand on est en groupe. On pose une question sur le chat à l'instant. Y a-t-il d'autres outils pour mesurer son empreinte carbone? Alors, on a cité nos gestes pour le climat, MyCO2, l'atelier d'automne, qui est intéressant. Et en ce moment, je crois que sur le site de l'atelier d'automne, c'est ouvert aussi pour pouvoir faire son empreinte carbone en dehors de l'atelier. Après, au niveau des entreprises et des collectivités, il y a aussi des méthodes, on appelle ça la méthodologie bilan carbone, pour les amener à faire leur bilan carbone. Mais un bilan carbone, comme on l'a vu au niveau individuel, ça sert surtout à analyser les postes les plus émissifs pour pouvoir entraîner un plan d'action et pour pouvoir voir sur quels axes on veut réduire, quelle trajectoire, quel challenge on se donne sur ce sujet-là. Au niveau des outils, de plus en plus de compagnies aériennes, compagnies de transport affichent le bilan carbone du trajet. Donc, les produits électroménagers affichent une étiquette environnementale ABCDE qui est à la fois une étiquette de performance énergétique, mais aussi une étiquette d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire une espèce de bilan carbone des équipements. Typiquement, quand vous achetez un réfrigérateur, il va être noté A, B, C, D, E. Et pareil pour les logements. Donc j'en reviens au logement.
Et peut-être que la ville de La Rochelle parlera aussi de l'habitat décarboné. En tout cas, nous, on a fait beaucoup ce travail avec les étudiants parce que 2 tonnes par an par habitat, c'est à peu près la moyenne de nos étudiants rochelais. Et c'est un facteur d'émission très important et sur lequel on peut difficilement jouer quand on est étudiant parce qu'on n'a pas trop le choix d'où se loger à La Rochelle. Le manque de moyens. Merci pour ces différents éclairages sur certains points du calcul de l'empreinte carbone. On va maintenant passer à la 3e partie de ce live qui va se spécialiser un peu plus sur l'atelier d'automne. Je vais remercier les différents participants de cette partie. Je vais remercier les élèves d'être venus. Et je vais maintenant accueillir Geoffrey Pastureau. Et également Auréa. Oui, tout le monde reste. Donc, bonjour à vous. Parfait. Je vais vous laisser présenter l'atelier d'automne, la démarche, tout ce qui s'est passé. Je vais vous laisser présenter tout ça. Alors moi, c'est Geoffrey, je suis chargé de développement pour La Rochelle Territoire Zéro Carbone. C'est une démarche d'innovation en fait c'est une stratégie dont s'est doté le territoire en fait pour atteindre les objectifs dont on en parlait tout à l'heure, lutter contre le réchauffement climatique, puis les objectifs donc liés aux accords de Paris. C'est une stratégie qui a commencé en 2019 avec la réalisation d'un bilan carbone du territoire de l'agglomération de La Rochelle. Donc le résultat des courses, donc La Rochelle est comme partout dans la moyenne du territoire national, donc un bilan carbone à 2 millions en fait de tonnes équivalent CO2, qui équivaut à peu près à une dizaine de tonnes par habitant. La Rochelle n'évitant pas la règle, donc il y a une volonté de développer en fait des actions un petit peu tout azimut et puis sur l'ensemble des volets dont on parlait tout à l'heure. C'est aujourd'hui plus de 70 opérations qui sont menées sur 10 axes thématiques, donc qui vont, on en parlait tout à l'heure, de la mobilité, l'habitat, la transition écologique des entreprises, parce que c'est aussi un gros enjeu aujourd'hui sur les mobilités. Et puis il y a une grosse partie aussi de gouvernance citoyenne parce qu'on estime que pour que ce programme dure dans le temps, il est important aussi que le citoyen prenne possession en fait de ces enjeux et qu'il soit vraiment au cœur de la réflexion de territoire. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être ? Oui, moi c'est Luc, comme j'ai été présenté tout à l'heure, je suis un enseignant-chercheur à l'école, à Excelia, et en charge de l'Institut du management du tourisme. Tout à l'heure, ma voisine Laurence disait qu'il y a à peu près un quart de l'effort qu'on peut exercer individuellement sur la réduction de l'empreinte carbone. Vous vous rappelez, les chiffres clés, c'était 9 tonnes, 2 tonnes objectif 2050, donc quasiment un rapport de division par 4, si je sais bien compter, un gros 4. Et Laurence nous dit, individuellement, on peut à peu près faire un quart. Donc on s'est pas mal gratté la tête depuis quelques mois à l'école avec 2 collègues, Laurent que vous avez vu tout à l'heure et puis Suzy, et on s'est dit c'est vrai et c'est pas vrai, c'est-à-dire que nous on est convaincus que alors les individus auxquels je pense, c'est les étudiants, vous. Vous êtes dans une phase spécifique de votre vie, à une phase spécifique de l'histoire de l'humanité. Vous n'avez pas attendu les profs pour vous montrer ce qui se passait, c'est clair. Je pense qu'il a été amplement discuté l'importance du calcul de la mesure. Et ce que je voulais simplement dire, c'est que depuis quelques mois, avec mes 2 collègues, on a convaincu la direction de l'école de faire quelque chose d'expérimental qui consiste à
faire le pari que l'étudiant a un effet de levier, c'est-à-dire peut, au-delà de son effort individuel, exercer une influence forte sur deux types d'acteurs. Vous voyez, on n'est pas très ambitieux, deux types d'acteurs. Le premier, c'est son loueur, son logeur. Ça a été discuté tout à l'heure. On est sur un territoire très tendu sur la question du logement. On sait, sans risquer de caricaturer, que les étudiants ici ou ailleurs, ils passent à peu près 8 à 9 mois dans leur logement, ensuite ils partent en stage, etc. Et ce qu'on observe, en tout cas dans le cas de La Rochelle, c'est qu'une fois que l'étudiant est parti, le même logement est utilisé pour d'autres usages, et notamment touristiques, par des plateformes. Et l'enjeu de l'expérimentation qu'on a fait avec l'aide de notre direction, c'est de faire prendre conscience aux jeunes de l'environnement, du logement dans lequel il était pendant une période aussi longue, et de sa capacité, et j'ai bien dit expérimental, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore, on n'est pas encore au point sur les mécanismes, mais faire comprendre aux jeunes qu'il a potentiellement un pouvoir d'exercer de l'influence sur le propriétaire pour que certaines actions soient mises en œuvre. Et le deuxième acteur cible sur lequel le jeune, une fois qu'il sera diplômé, a un rôle, on en est convaincu, fondamental à jouer, outre les compétences qu'il aura acquis, c'est-à-dire vous pouvez avoir un master en développement durable et être embauché à ce titre, mais au quotidien, dans votre vie de salarié, ou d'entrepreneur, vous allez sur votre environnement direct, c'est-à-dire votre collègue, votre hiérarchie, par des micro-actions, des micro-messages, exercer une influence qui, vous les aurez à l'usure, pour parler crûment. Donc toujours, oui, un quart d'effet direct, mais on fait le pari qu'indirectement, vous avez beaucoup de pouvoir. Ça fait plaisir de savoir. C'est toujours bon de savoir qu'on peut influer notre entourage proche et plus lointain, justement avec les loueurs, à faire également un petit geste pour la planète. On a parlé de l'atelier et de l'agglomération et des différentes problématiques. Quelles sont les grandes lignes de stratégie de l'agglomération, justement? On sait que La Rochelle est une ville qui est très développée au niveau mobilité douce, au niveau des transports en commun ou au niveau avec notamment les Yellow et les lignes de bus. Quelles sont justement toutes ces grandes lignes de stratégie? Effectivement, comme vous le disiez, donc je disais tout à l'heure, c'est une stratégie qui a commencé en 2019, La Rochelle, territoire zéro carbone, mais en réalité, La Rochelle, ça fait bien longtemps, voilà, notamment d'un point de vue mobilité, avec les premiers vélos libre-service dès 75 ou 76. Donc ça fait déjà longtemps qu'il y a une réflexion de territoire. Après, il y a de nouveaux enjeux aussi aujourd'hui à La Rochelle, c'est-à-dire notamment au niveau tourisme, par exemple, où on voit qu'il y a de plus en plus d'attractivité sur ce territoire, et on comprend bien pourquoi aussi. Mais donc, il y a cette volonté, comme je le disais, d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire que, comme par exemple pour isoler une maison, si vous ne faites que changer les fenêtres, la chaleur partira ailleurs. Si vous ne faites qu'isoler le plafond, c'est la même chose. Donc, il y a vraiment cette volonté d'aller sur tous les sujets partout, et surtout aussi d'avoir ce caractère innovant, c'est-à-dire de ne pas uniquement se baser sur ce que l'on sait déjà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur des sujets d'autoconsommation collective au niveau du développement des énergies renouvelables. On est sur de l'intégration des matériaux biosourcés, par exemple en rénovation. On va tester des transports à la demande et autonomes en deuxième couronne. Donc voilà, il y a cette volonté aussi toujours d'être à la pointe justement de la recherche sur ces sujets de transition. Et donc à la pointe et dans l'anticipation également. Et je le disais tout à l'heure, il y a cette volonté de La Rochelle d'être en avance un petit peu sur même la réglementation, puisque vous savez que la neutralité carbone selon les accords de Paris, c'est 2050, et l'objectif que s'est fixé La Rochelle, territoire zéro carbone, c'est 2040. Donc il y a donc 17 ans, si je calcule bien, pour aller justement vers cette neutralité, sachant qu'on dit La Rochelle, territoire zéro carbone. En réalité, il faut bien avoir en tête, et je le précise bien ici, quand on dit zéro carbone, en réalité, c'est neutralité carbone. Ça ne veut pas dire que La Rochelle ne produira plus aucun gaz à effet de serre en 2040, mais il y a la volonté donc de passer de 2 millions à 500 000, donc une division par 4 des gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, le reliquat, en fait,
L'idée, c'est de pouvoir le séquestrer dans ce que l'on appelle les puits carbone, donc les milieux aquatiques par exemple, les forêts, les bosquets et les haies. Donc, que tout ce carbone soit utilisé et redirigé à bon escient finalement. Donc qu'il soit mieux utilisé en tout cas et énormément diminué parce que divisé par 4, ça reste quand même très appréciable. Par rapport à l'atelier, je ne sais pas si tu vas y participer. Quelle démarche tu as, quelles attentes tu as par rapport à cet atelier? Du coup, mes attentes, ça serait donc comment faire pour justement diminuer son empreinte carbone, quelles sont les solutions, quelles sont les méthodes, et aussi quand est-ce que je serai, par exemple, dans ma vie active, peut-être hors de La Rochelle, comment faire pour essayer d'avoir les bons outils pour essayer de pas trop, pas trop consommer. Donc voilà, donc je suis impatiente vraiment de faire cet atelier et je pense que ça sera super intéressant et que j'en apprendrai beaucoup. On peut peut-être rajouter un mot sur le format un peu spécial du coup, de cet atelier dans le cadre de la semaine super nulle en carbone. Donc c'est David Blaise Martin qui nous a concocté ce format exceptionnel parce que ça a été fait a priori qu'une fois ou deux par les fondateurs de l'atelier d'Automne. Et donc ce format qui a nécessité un grand talent de coordination mobilise donc une dizaine d'animateurs bénévoles et donc on va avoir une partie briefing tous ensemble en amphi, ensuite la partie jeu en petits groupes d'une dizaine avec un binôme d'animateurs et un retour en amphi pour le débrief. Donc un format vraiment spécial. Un format spécial mais qui je pense plaira aux étudiants. Très prometteur, j'en suis sûre. En tout cas, Excelia est très honorée d'accueillir cet atelier et je l'espère et je le pense qu'il y aura beaucoup d'améliorations qui seront faites au niveau des émissions de chaque étudiant suite à cet atelier. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de pouvoir prendre connaissance déjà de son impact et de prendre connaissance aussi des moyens de réduire cet impact. Peut-être si je peux dire un mot sur la semaine super nulle, parce que c'est aussi dans ce cadre que s'organise l'atelier d'automne. Donc la semaine super nulle, pour nous, elle avait, enfin communauté d'agglomération, elle avait 4 objectifs. C'était déjà de vulgariser, c'est de dire, voilà, chacun à son niveau, on peut parler très technique de mégawattheures produits, de CO2, de tout ce qu'on veut, mais l'idée c'est justement que chacun un peu se transcende sur ce sujet-là. Donc ça c'était le premier objectif. Le deuxième c'était de mettre en avant aussi les acteurs comme Excelia, voilà, qui font des choses. Donc moi je parlais de politique publique, mais en fait il y a des tas d'associations, des entreprises, des écoles qui font des choses. Donc ça c'était important. La troisième chose, c'était de chiffrer aussi. Vous savez on a mis en place un calculateur de réduction carbone qui est en ligne sur notre site La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Donc si vous allez dans l'onglet La Semaine Super Nulle, vous pouvez à votre niveau donc, remplir les petits gestes et puis ça va justement calculer la réduction carbone, sachant que l'objectif est de 1600 tonnes sur la semaine. Ce matin, on en était à peu près 3 tonnes. Donc voilà, il y a encore un chemin à faire. Donc je vous invite à vous connecter et à aller vous engager dessus. Et enfin, le dernier objectif, c'était vraiment aussi de faire un pas de côté, de voir justement cette semaine super nulle, de la voir comme quelque chose qui n'est pas anxiogène, qui invite justement au changement et de dire que on peut y arriver, c'est si on agrémente et on vient concaténer un petit peu tous ces efforts individuels dans un effort collectif. Et oui, car ce sont des efforts multiples individuels qui font un effort collectif tous ensemble. Je pense que nous pouvons nous arrêter là. Nous avons déjà beaucoup d'informations. On va essayer de surcharger trop. Comment ? Pas de souci. C'est moi en tout cas qui remercie tous les participants de ce live pour vos réponses, pour votre aide sur ce sujet qui est un sujet très compliqué mais très important, si important pour notre époque.
On se retrouve en tout cas sur les réseaux sociaux d'Excelia pour avoir un retour en images, bien entendu, sur l'atelier géant d'automne qui va suivre. On remercie également les participants à l'atelier d'automne qui va suivre. Et on se retrouve le 20 juin pour un prochain live Twitch. N'oubliez pas, restez connectés, abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant. Bonne soirée à tous et merci. Merci à l'équipe technique.